Lundi 29 novembre 2021, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les actualités de ce jour, le système d'évacuation d'eau du stade Baraya Mamas n'est aux normes. Des études d'impact environnemental et technique ont été effectuées comme dans tous les travaux de réhabilitation et de construction. Le problème ne vient pas du stade mais des canaux d'évacuation d'eau de la capitale qui sont vétustes et ne répondent plus aux besoins actuels. Une des raisons de cette inondation qui a été vue dans le stade en fin de semaine, selon le secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat aujourd'hui, en réponse aux diverses polémiques sur le sujet. Le système d'assainissement de la capitale doit être revu et réhabilité, et non seulement celui de Mamas et ses environs. Reportage sur les images de Kevin Ravonersan. Le stade Baraya Mamas ne compte 24 points d'évacuation d'eau. Et en cas de catastrophe naturelle, l'eau peut s'évacuer en 10 minutes. L'inondation d'hier est donc due au manque d'infrastructures aux environs du stade, selon les explications. Le système d'assainissement à l'intérieur du stade, avant d'entamer les travaux, notre bureau d'études, ils ont fait le calcul. Ils ont fait les études très sérieuses. Donc, ça n'existe pas de problème à l'intérieur du stade. En cas de la pluie très forte, par exemple le torrent, en cas de cyclone, à l'intérieur du stade, notre système d'assainissement permettra d'évacuer de l'eau pendant un maximum 10 minutes. Le secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat a également souligné que le stade ne présente aucun problème technique dans ce sens, car toutes les études nécessaires ont été effectuées selon les normes de construction. Tout est vérifiable selon ce haut responsable. Le problème provient du système d'évacuation d'eau de Mamas et d'Anous qui date de la période coloniale. Ainsi, en cas de pluie torrentielle, les infrastructures d'assainissement sont dépassées. Des solutions seront également mises en place pour éviter que les zones envahissent le stade, notamment la mise en place d'une sorte de dodane à l'entrée, selon les explications des responsables de l'entreprise en charge des travaux. Le SENVH est également en concertation avec la commune urbaine d'Antananarivo pour trouver des solutions pérennes aux problèmes d'inondation de la capitale. Le secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat avec ses collaborateurs ont visité le chantier pour constater la fin des travaux du stade Baraya Mamas. Si d'autres travaux restent à finaliser et si le stade présente des anomalies, la société CSCOD dispose d'un an de garantie pour les peaufiner. Partant dans le sud du pays, le ministre des Travaux publics a lancé officiellement en fin de semaine les travaux de réhabilitation de la route nationale 15 reliant Sakara, Beruru et Nkazouab dans la région Antsimu-Andjefana. Les travaux sont divisés en deux parties. Les tronçons en très mauvais état, notamment les points noirs, constituent la première partie dont les travaux dureront 2 mois. La réhabilitation de la deuxième partie débutera vers le début de l'année 2022. Reportage. Cette route nationale tertiaire numéro 15 n'a jamais bénéficié d'entretien depuis sa construction. De ce fait, les riverains se plaignent depuis des années de son état de délabrement, devenu un problème quotidien. Selon le gouverneur de la région Antsimu-Andjefana, le docteur Edali Ranuelson Tovunjain, porte-parole des habitants de la région, c'est le moment ou jamais de débuter sa réhabilitation car les routes nationales numéro 9 et numéro 10 vont également en faire l'objet. De plus, cette route est primordiale pour la circulation des produits comme le riz, les haricots ou encore les pistaches. La sécurité des riverains connaîtra une amélioration du fait de cette réhabilitation, car auparavant, cette route faisait partie des zones rouges de cette région. Lors du lancement des travaux à Sakara, le ministre des Travaux publics a affirmé que les travaux seront entamés pour éviter que la route ne se dégrade davantage en cette saison des pluies. Les travaux se diviseront en deux parties pour cette tronçon de route reliant Sakara, Beruru et Nkazouab. La première partie sera constituée des travaux de réhabilitation des routes en très mauvais état qui sont difficiles d'accès. Les travaux dureront 2 mois. La deuxième partie constituée des grands travaux commencera au début de l'année prochaine. Le ministre a souligné que la qualité et les normes des travaux sont exigées.
Restons toujours dans cette partie du sud du pays. Une maladie a entraîné la mort de 4 bœufs dans la région Vaknakaraj depuis le mois d'octobre dernier. Selon le rapport du ministère de tutelle, les responsables prennent déjà en charge les bœufs malades et des responsabilisations ont été effectuées dans ce sens. Cette maladie ne provient pas des vaches laitières importées comme le prétend la rumeur actuellement. Ça, Sylvain nous en dit plus. Toux, température, diarrhée, ce sont les principaux symptômes de cette maladie dans la région Vaknakaraj. Durant ces 2 mois où la maladie sévit, 4 bœufs en ont succombé. Les investigations ont permis de savoir que la maladie est due à une parasite appelée hémoparasite. Par ailleurs, selon les explications, cette maladie ne provient pas des vaches laitières importées par l'État. De plus, ces dernières n'ont pas attrapé la maladie selon les responsables. Ces explications démontrent ainsi les rumeurs selon lesquelles la maladie provient de ces vaches. Rappelons que l'importation de ces vaches vise à augmenter la production de lait dans le pays et à améliorer la race bovine malagasy. Il est à noter également qu'en un an, de nouvelles maladies des bœufs ont été vues à Madagascar. Des maladies dues au changement climatique et à l'existence d'herbes qui ne sont pas recommandées pour les bœufs. Pour en revenir à cette maladie due aux hémoparasites, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage a utilisé le fonds d'urgence afin de pouvoir donner des médicaments gratuits aux éleveurs. Après Saqqara, Vaknakaraj, partant à présent à Mourundav. Le nombre des taxis-brousses desservant Mourundav a diminué depuis l'apparition et la multiplication de nouveaux cas de Covid-19 dans cette localité, selon le président de l'association des coopératives de transport. Les transporteurs travaillent à perte actuellement, selon lui. Par ailleurs, la réouverture de la région n'est pas une solution car les pertes risquent de s'amplifier, selon toujours ses dires. Reportage de Radhamananzatou Vetuzu Arlala Ranefsan. Si une quinzaine de taxis-brousses partaient pour Antananarive au départ de Mourundav auparavant, c'est à peine si chaque coopérative peut remplir un seul véhicule actuellement. Une diminution constatée également au niveau des taxis-brousses partant d'Antananarive vers Mourundav. Une situation à cause de la crainte des voyageurs d'attraper le virus de Covid-19, selon le président d'une coopérative de transport à Mourundav, qui précise pourtant qu'aucun conducteur ni aide-chauffeur n'a été testé positif à la Covid-19 jusqu'à présent. De plus, l'enregistrement des passagers reste une priorité pour faciliter le contrôle. La fermeture de la région n'est plus une solution, selon le président de l'association, car cela engendrerait de grandes pertes et entraînera même la fermeture de leur secteur. Concernant la hausse des frais de transport, il n'est pas d'actualité, a affirmé le représentant de l'association. Le prix du billet d'Antananarive vers Mourundav reste à 40 000 ariary. Toujours dans cette page sociale, les habitants de la cité Akansan-Bacha-Itos ont manifesté leur mécontentement face à ce qu'ils considèrent comme une indifférence de la Jirama sur les problèmes d'approvisionnement en eau de leur quartier. Ils réclament en effet des solutions d'urgence, des solutions pérennes et non des solutions d'urgence qui ne font qu'attiser leur colère. Aussi, à défaut d'une réaction de la part de la Jirama, ils menacent d'intensifier leurs manifestations. Reportage. Des coups de sifflet pour alerter les habitants et des pancartes faisant état de leurs revendications, c'était lors d'une manifestation des habitants de la cité Akansan-Bacha-Itos samedi dernier face à la pénurie d'eau potable dont ils sont victimes. Ils menacent d'intensifier les manifestations au cas où leur doléance ne sera pas encore considérée. Ces derniers, cependant, ne sont pas venus en grand nombre étant donné qu'il n'y a pas eu de déclaration au préalable, notamment afin d'éviter que certains politiciens qui ne se soucient guère de l'intérêt public ne s'y immiscent. Quoi qu'il en soit, les manifestants ont déclaré ne plus accepter d'être ignorés et réclament des solutions durables de la part de la Jirama. À noter que cela fait plus d'un mois que la cité Akansan-Bacha est complètement privée d'eau pendant la journée et c'est à peine s'ils peuvent remplir 1 ou 2 bidons de 20 litres la nuit. Et quand bien même il y a de l'eau, elle est loin d'être potable. Et dans les actualités
Politique de ce jour, le président du syndicat autonome du personnel du Sénat, Richard Ratefi-Miarsan, a démenti ce jour les informations selon lesquelles le personnel de cette institution n'a pas perçu de salaire depuis le mois de septembre. Pour preuve, ce leader de syndicat a également montré le bulletin du solde de mois de novembre qui stipule que tous les employés ont bénéficié de leur salaire à temps. En général, les employés perçoivent leur salaire vers le 20 du mois, selon toujours ses dires. Et à l'issue de la 43e réunion du comité de la 9e Assemblée générale à Mbouipou hier, le FFKM, au groupement des églises chrétiennes de Madagascar, a affirmé que l'État devrait mettre en priorité le social de la population malagasse. Ces chefs d'église appellent également au respect de la vie et se disent contre la validation du projet de loi sur l'ITG qui passe au niveau des deux parlements actuellement. Nombreuses sont les tâches qui attendent l'État dans le redressement du social, lequel est actuellement en pleine régression. La lutte contre la pauvreté, l'inflation, la sécurité, mais aussi l'amélioration des services médicaux doivent être priorisés. L'éducation doit aussi y figurer, comme les problèmes fonciers. Et dans les actualités internationales de ce soir, le variant du Covid-19 Omicron détecté pour la première fois en Afrique du Sud et qui présente de nombreuses mutations pousse de nombreux pays à prendre des mesures restrictives pour protéger la population. France 24. Malgré les recommandations de l'OMS, le pays est désormais coupé du reste du monde. L'Afrique du Sud se dit punie pour avoir détecté en premier le nouveau variant Omicron qui fait frémir la planète. Sur place, le président Ramaphosa crie à l'injustice. Selon lui, fermer les frontières est inutile. L'urgence, c'est la vaccination. L'interdiction de voyager n'est pas fondée sur des données scientifiques et ne sera pas efficace pour empêcher la propagation de ce variant. L'émergence du variant Omicron devrait être un signal d'alarme pour le monde entier. L'inégalité face au vaccin ne peut plus durer. Tant que tout le monde ne sera pas vacciné, tout le monde continuera d'être à risque. Et les faits lui donnent raison. En quelques jours seulement, Omicron a déjà été détecté dans au moins une dizaine de pays. Quasiment tous les continents sont touchés. Sa propagation mondiale semble donc inéluctable. Alors, que sait-on aujourd'hui de ce nouveau variant ? Selon l'OMS, il présente de multiples mutations et un risque accru de réinfection par rapport au variant Delta. Mais alors, est-il plus dangereux ? Il est encore trop tôt pour le dire. Faudra-t-il adapter les vaccins ? À ce stade, rien n'est exclu. L'avantage, c'est que la synthèse d'ARN messager qui est à la base de ces vaccins est relativement facile à mettre en œuvre. Donc voilà, mais là, les entreprises ont estimé qu'il est de l'ordre de 6 semaines. Donc pendant ce temps-là, il va falloir continuer à adopter peut-être des restrictions de déplacement et en tout cas un maintien très strict des gestes barrières. Les laboratoires Pfizer et Moderna ont d'ores et déjà annoncé travailler sur un vaccin modifié, une dose de rappel spécifique au variant Omicron. Aucune réponse n'est attendue avant plusieurs semaines. Et le ministre des Outre-mer français, Sébastien Lecornu, est arrivé à Pointe-à-Pitre pour tenter de résoudre la crise sociale qui secoue la Guadeloupe et la Martinique. Il doit s'entretenir aujourd'hui avec des responsables guadeloupéens avant de se rendre demain en Martinique. France 24 nous en dit plus. Pour tenter de mettre fin aux violences, c'est l'annonce inattendue du ministre des Outre-mer. Certains élus ont posé la question, en creux, de l'autonomie par rapport à son statut actuel de département ou région d'outre-mer. D'après eux, la Guadeloupe pourrait mieux se gérer d'elle-même. Le gouvernement est prêt à en parler. Autonomie, Sébastien Lecornu a lâché le mot. Concrètement, cela pourrait concerner l'éducation, le social ou la santé, un domaine sensible avec la crise sanitaire. Comment gérer par exemple l'agence régionale de santé ? L'ancien président de la région ne dit pas non, mais s'interroge sur les modalités. Faut-il que la présidence soit confiée à un élu local ? Quelles sont les dotations ? Est-ce que l'autonomie c'est moins d'argent ? Est-ce que c'est plus de compétences désargentées ? Donc il y a de vraies questions à poser, mais il faut les poser. L'autonomie dans la République, c'est un statut dont bénéficient déjà plusieurs territoires d'outre-mer,
comme la Polynésie française depuis 1984. En Guadeloupe, les revendications aujourd'hui restent plus sociales qu'institutionnelles. À gauche, on s'inquiète d'une proposition qui introduirait une rupture d'égalité avec l'Hexagone. Moi, j'ai entendu une phrase très très étonnante que les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens ne demanderaient pas l'égalité avec la France. Mais c'est justement, ce sont des revendications d'égalité. C'est parce que ces indicateurs montrent que l'égalité n'est pas une réalité au quotidien dans ces territoires et il faut effectivement les traiter. En 2003, consultés par référendum, les Guadeloupéens s'étaient prononcés majoritairement contre un projet de large autonomie. Et pour clôturer cette page internationale, il y a 5 mois, les différentes parties s'étaient quittées sur une note positive, se disant proches d'un accord, mais l'arrivée au pouvoir en Iran du président ultra-conservateur Ibrahim Raïssi a changé la donne. Téhéran insiste désormais sur la levée de toutes les sanctions d'une manière garantie et vérifiable, et Washington ne cache pas son inquiétude devant de telles exigences. France 24. Derrière la façade du palais Cobourg de Vienne, le pessimisme. 5 mois après leur dernière rencontre pour relancer l'accord sur le nucléaire, le fossé s'est encore creusé entre les Iraniens et les Occidentaux. Les États-Unis, toujours présents en tant que négociateurs mais indirects, accusent l'Iran de faire traîner les pourparlers pour avancer entre-temps sur son programme nucléaire. Vous savez, l'Iran poursuit toujours ses efforts pour développer son programme nucléaire. Et je pense que sa stratégie est assez claire et malvenue. Le pays cherche à avoir plus de levier dans les négociations et obtenir des concessions qu'il n'avait pas dans l'accord de Vienne. En 2018, Donald Trump retire les États-Unis de l'accord de Vienne sur le nucléaire et rétablit les sanctions contre l'Iran. Joe Biden, lui, veut réintégrer le pays dans les accords à condition que l'Iran renoue avec ses engagements. Car entre-temps, en réponse au retour des sanctions, l'Iran a enrichi son uranium au-delà des limites imposées par l'accord et l'élection en juin de l'ultra-conservateur Ebrahim Raïssi à la tête du pays accentue cette ligne dure. Les exigences de la nouvelle équipe de négociation iranienne sont jugées irréalistes par les diplomates occidentaux. Téhéran réclame la levée globale de toutes les sanctions américaines et européennes imposées à l'Iran depuis 2017, y compris celles qui ne sont pas liées au programme nucléaire, comme son implication dans les conflits régionaux ou son programme balistique, avant d'envisager un quelconque retour aux paramètres de l'accord. En cas d'échec de ces pourparlers, l'hypothèse de la signature d'un accord temporaire est évoquée, c'est-à-dire le gel des activités les plus sensibles de l'Iran contre une levée limitée des sanctions. L'objectif serait de gagner du temps, car Téhéran est aujourd'hui beaucoup plus proche qu'avant de pouvoir fabriquer une bombe nucléaire. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Très bonne continuation sur notre chaîne. Au revoir.